Donc, je voudrais déjà remercier le collectif pour cette invitation, parce que je suis vraiment, vraiment très content de pouvoir parler avec des personnes qui, à mon sens, sont engagées dans une perspective bien particulière au niveau des paradis fiscaux, et ce qui permet en même temps, à mon sens, de ramener l'importance du débat, parce que c'est un débat sociétal et parfois on peine un petit peu à comprendre tous les enjeux et à faire avancer ce débat-là. Donc, j'ai 20 minutes. C'est sûr qu'en 20 minutes, je ne vais pas pouvoir tout présenter. Mais l'idée donc je vais présenter 4 points. En premier, préciser ce qu'est la finance offshore. Et ensuite, j'expliquerai le lien entre la finance offshore et les paradis fiscaux. Ensuite, le problème, comment en fait la finance offshore s'est immiscée comme nouvelle norme dans le système financier traditionnel, et parler de la supraterritorialité de la finance offshore. Je positionne finance offshore, vous allez vite comprendre pourquoi, parce que on est dans un spectre beaucoup plus large et ça permet d'aller chercher des questions aussi beaucoup plus économiques, financières, mais qui ne sont pas simplement sur la question de la fiscalité. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est que la finance offshore? En fait, on a traditionnellement 3 types de transactions financières. Donc, la première, c'est ce qu'on appelle la finance onshore. C'est tout simplement des transactions qui ont lieu au sein même d'une même juridiction, d'un même pays, on va dire le Canada. Donc, c'est à l'intérieur du Canada, entre des résidents canadiens, avec le dollar canadien, et puis pour une activité économique qui va prendre place au sein du Canada. Donc, c'est assez le côté très traditionnel. On a également ce qu'on va appeler la finance internationale. Donc là, je pense que tout le monde est aussi au courant comment ça fonctionne. On va avoir des personnes qui se situent dans 2 pays, imaginons le Canada et les États-Unis. Donc, entre des personnes qui sont au Canada, une personne qui est au Canada, quand je dis personne, vous pouvez entendre personne physique ou morale, c'est une société ou une personne physique. Donc, une personne qui est au Canada avec une personne qui est aux États-Unis, avec la monnaie d'un des 2 pays, et puis l'activité qui va prendre place dans un des 2 pays. Donc, finance onshore, finance internationale, là-dessus, c'est quelque chose qui est assez commun. Et on a donc le dernier point qui est la finance offshore. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup moins commun et beaucoup plus moins évident en tous les cas. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est, comme je l'ai mis là sur le petit dessin à la fin, c'est en fait une transaction financière qui va passer par un État pour repartir. Donc, cet État ou cette juridiction qui peut être un paradis fiscal. Donc, ce qui se passe, et là, c'est là qu'il faut prendre en compte tout ce que ça implique. C'est-à-dire que la première chose, c'est que cette transaction, au regard de cette juridiction, juridiction offshore, au regard de ce paradis fiscal, si vous voulez, ça se fait entre des personnes qui ne résident pas dans ce paradis fiscal, avec une activité économique qui ne va pas prendre place dans ce paradis fiscal, et avec une monnaie qui n'est pas celle du paradis fiscal. Ça, c'est vraiment important de le comprendre, parce que souvent les gens, quand vous allez par exemple dans un paradis fiscal, eh ben, vous vous rendez compte que les gens sont imposés, ils payent un impôt, etc., pour des activités qui ont lieu dans ce paradis fiscal. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est toute une législation offshore qui s'adresse à des personnes qui ne résident pas dans le paradis fiscal. Donc, et c'est vraiment ça, quand on parle de paradis fiscal, c'est vraiment une législation qui a été dédiée pour des non-résidents du paradis fiscal. Donc, c'est vraiment important de le comprendre, parce que sinon, si vous allez un jour dans un paradis fiscal et vous parlez avec ça m'est arrivé de discuter avec des gens résidents de ce paradis fiscal, ils ne comprenaient pas de ce que je leur parlais, et pour eux, leur pays n'est pas un paradis fiscal. Alors, j'ai pris un exemple très simple. Imaginons en fait des personnes qui résident aux États-Unis et qui obtiennent un prêt d'une banque canadienne, un prêt émis en dollars américains, pour faire des achats aux États-Unis ou développer une usine aux États-Unis. Là, on est dans le cadre de la finance offshore.
parce que au regard du Canada, c'est une opération financière offshore, ce sont des non-résidents canadiens avec une monnaie qui n'est pas celle du Canada et pour une activité qui va prendre place à l'extérieur du Canada. Voilà pour le petit rappel. Maintenant, le lien entre la finance offshore et les paradis fiscaux. Alors, je suis assez visuel, donc je fais des petits dessins, mais il y a quelque chose qui me paraît essentiel de bien comprendre. Il y a d'un côté les paradis fiscaux, donc qui sont des pays ou des juridictions indépendantes, comme par exemple le Luxembourg, la République de Maurice, la Barbade, le Panama, etc. Et donc, on a à côté des paradis fiscaux ce que moi j'appelle dans mon livre les centres financiers offshore. La terminologie n'est pas une terminologie consacrée, donc il y a des personnes qui ne font pas la différence, mais moi, elle me paraît essentielle. Et les centres financiers offshore, ce sont des zones dans un pays. Et l'exemple le plus connu, c'est la City de Londres. Donc, la City de Londres, vous avez l'État du Delaware, l'État du Dakota du Sud. Et en fait, ce qui est important avec les centres financiers offshore, c'est qu'ils font la même chose que les paradis fiscaux. Mais c'est une zone, donc la City de Londres, c'est une zone à l'intérieur du Royaume-Uni qui va proposer exactement la même chose que les paradis fiscaux. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que le Royaume-Uni, donc la City et donc le Royaume-Uni offre les mêmes services au niveau fiscal et au niveau réglementaire. Donc ça, c'est vraiment important, ça me semble important. Et alors, ce qui est important, c'est bien comprendre que c'est une réglementation d'exception pour des activités qui sont tournées vers l'international. Et cet aspect de réglementation d'exception, elle est essentielle. Et je pense qu'Alain Deneau l'a bien pointé dans ses ouvrages. Et entre autres, je me souviens dans ses ouvrages où il explique que les juristes canadiens ont énormément participé au développement des paradis fiscaux au niveau des Caraïbes. En fait, ils développent pour pouvoir répondre à des problématiques qu'on va avoir, par exemple, au niveau du Canada, au niveau des États-Unis. Donc, il y a vraiment une réglementation d'exception qui s'adresse à des personnes qui demeurent, qui sont résidentes à l'extérieur des centres financiers offshore ou des paradis fiscaux. Donc, voilà pour le lien entre les deux. Je sais que je vais un peu vite, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez les questions, je pourrais revenir plus en détail. Maintenant, le cadre est un peu posé, je vais pouvoir prendre plus de temps pour ces deux points qui me semblent importants. Donc, la première chose, la finance offshore qui est devenue une nouvelle norme du système financier traditionnel. J'ai fait un schéma qui rappelle rapidement le résumé du développement de la finance offshore. Moi, je vois trois étapes. La première, et puis je ne suis pas le seul, on est plusieurs, mais j'aime bien ce découpage. La première étape, c'est en fait la création de la mise en place des euromarchés. Et qui s'est faite, alors c'est assez marrant, je vais faire rapidement, mais parce que je pense que ça ouvre les yeux sur ce qui se passe. On a en 1956 la crise du canal de Suède, c'est-à-dire que l'Égypte, qui ne tire pratiquement pas de revenus du canal de Suez qui se trouve en Égypte, décide de nationaliser le canal de Suez. Et les intérêts étaient des intérêts français et britanniques. Donc, la France et le Royaume-Uni, n'appréciant pas la nationalisation du canal de Suède, s'allient avec Israël pour faire une attaque militaire en Égypte. Alors, on est en pleine guerre froide. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas vous amuser comme ça à attaquer un pays sans l'aval au moins d'une des deux grandes puissances qui sont les États-Unis et à cette époque l'URSS. Donc bien sûr, l'Angleterre téléphone, prend contact avec les États-Unis pour demander est-ce que ça pose un problème si on fait une opération militaire dans un pays qui est souverain. Alors ça n'a pas intéressé, les États-Unis n'étaient pas d'accord. Mais alors, disons que ça, c'est mon interprétation et ma petite histoire personnelle. C'est-à-dire, vous imaginez, à cette époque, on n'avait pas des téléphones portables, on n'avait pas de cellulaire, c'était des lignes téléphoniques. Mais j'imagine que le Premier ministre du Royaume-Uni a simplement dit « Je n'ai pas bien compris ce que vous avez dit, vous mettez votre accord, c'est parfait, on y va ». Donc, ils sont amusés comme ça en rentrant en Égypte.
Et comme les États-Unis n'étaient pas d'accord, pour faire plier le Royaume-Uni, les États-Unis ont fait une attaque sur la livre anglaise, sur le pound, donc une attaque monétaire. Et alors à ce moment-là, pour pouvoir répondre, contrer cette attaque, qui a fonctionné d'une certaine manière parce que l'opération militaire a pris fin, mais pour pouvoir répondre à cette attaque, ce qui s'est passé, c'est que le Royaume-Uni a mis en place une réglementation pour limiter les mouvements de capitaux, les mouvements financiers. Et pour contourner cette réglementation, les banques de la City ont donné la possibilité de faire des transactions en dollars américains. Alors, petit rappel important, ce sont les banques privées qui créent la monnaie. Donc, on comprend qu'en fait, on s'est retrouvé avec des banques de Londres qui se sont mis à créer des dollars américains. C'était très particulier. Et donc, comme vous avez la Banque d'Angleterre qui normalement chapeaute la création monétaire au Royaume-Uni, mais là, comme la création n'a pas été faite en monnaie de la banque, la monnaie anglaise, mais en dollars américains, la Banque d'Angleterre a dit ça ne me regarde pas parce que je ne peux pas intervenir sur une monnaie sur laquelle a priori, je n'ai pas d'emprise. Et c'est ça qui a donné la création des euro-devises et des euro-marchés. Donc, ce point est important parce qu'on voit déjà que la finance offshore est liée avec un problème, non pas fiscal, mais un problème de réglementation. N'oublions pas que la fiscalité, ça relève d'une loi. Il y a une loi fiscale, mais donc là, on trouve un moyen de contourner les lois. Par la suite, et ce point est important de mon point de vue, c'est qu'on a eu un ralentissement de la croissance économique avec les chocs pétroliers. Alors, le Canada, c'est un peu particulier parce que c'est un pays producteur de pétrole, donc ça a moins affecté le Canada. Mais il y a un grand nombre de pays dans les années 70, en particulier en Europe, qui ont été confrontés à un ralentissement économique du fait des chocs pétroliers. C'est des crises qui mettent fin à la croissance de prospérité de l'après-guerre. Et en même temps, dans les années 70, on commence à avoir l'indépendance de plusieurs micro-États des anciennes colonies qui deviennent indépendantes. Qu'est-ce que ça impacte quel est le problème en fait de ces pays qui deviennent indépendants? C'est que en fait, en particulier le Royaume-Uni, ça a été une manière aussi de se désengager. C'est-à-dire que l'activité des pays dans les Caraïbes, par exemple, n'était pas viable. Donc, les anciennes pays qui avaient des colonies, en fait, régulièrement renflouaient ces États. Et là, le Royaume-Uni leur demande, entre autres, le Royaume-Uni demande à ces anciennes colonies de dire trouvez un moyen pour vivre sans qu'on vous donne de l'argent. Et un des moyens qu'a proposé la City et le Royaume-Uni, ça a été de devenir des paradis fiscaux. Le dernier élément aussi, c'est qu'on voit à partir des années 1970 une mondialisation, l'accélération de la mondialisation avec les entreprises multinationales qui, du coup, en fait, revoient leur modèle d'affaires et vont de plus en plus utiliser des implantations dans différents pays, incluant des implantations dans des juridictions offshore pour des questions strictement financières et fiscales. Donc, ce point, en fait, ça a conduit à un développement de la finance offshore qui, d'un côté, au niveau des pays européens, entre autres, et après, suivi des États-Unis, du Japon, ont vu la finance offshore comme une manière de maintenir leur activité économique. Et ça, ce point me semble essentiel parce qu'on comprend, en fait, le poids et l'importance qu'a pris toute la finance dans le développement économique de certains pays qui se sont désindustrialisés au profit de développer une économie de services basée en particulier sur la finance. Et puis, dernière étape, à partir des années 90, en fait, ce que je mets la dissolution dans la finance mondiale, tout simplement, l'aspect finance offshore, c'est devenu l'élément central dans la manière dont se pense une entreprise aujourd'hui au niveau multinational. Je donne l'exemple parce que je lisais tout à l'heure, il y a des choses qui sont sorties ce matin dans la presse à propos de Uber, comment Uber s'est imposé au Québec en contournant les lois. En fait, Uber est implanté dans un paradis fiscal, dans une juridiction offshore, et donc les firmes, que ce soit Uber, Airbnb, etc., se pensent dès le départ
dès le départ, quand elle se constitue, elle se pense offshore. Ce qui veut dire que si vous voulez aujourd'hui, et ça c'est vraiment important de le comprendre, une start-up qui a une ambition de se développer va se penser, sa structure va se penser directement offshore. Et donc, une start-up qui reste sans penser le côté offshore va en fait se faire manger au bout d'un moment. Ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a une concurrence fiscale, ça c'est une première chose, mais aussi ce n'est pas qu'une question de concurrence fiscale, on le voit avec Uber, c'est une manière de contourner les lois, les réglementations qui ne sont pas que fiscales, mais c'est une manière de contourner tout ce qui a été mis en place par les États. Je reviendrai un peu là-dessus. Et puis, autre chose, quand je mets l'augmentation du nombre de centres financiers offshore, c'est parce que, en fait, au bout d'un moment, avec le développement des paradis fiscaux, eh ben, les pays développés ont vu qu'il y a une réduction des transactions financières qui passaient par leur pays. Et donc, ce qu'ils ont fait, eh ben, ils ont commencé à développer ces centres financiers offshore. Alors que ça soit aux États-Unis, mais aussi au Japon, j'ai parlé de la City à Londres, etc. Donc, en fait, petit à petit, les pays ont commencé à développer ces centres financiers pour pouvoir rapatrier une partie des flux financiers. Ce qu'on est aujourd'hui, maintenant, on est dans une phase de mid-shore. Je vous le dis juste pour information, je ne reviendrai pas là-dessus, mais on a même pratiquement dépassé ce clivage entre centres financiers offshore, paradis fiscaux et puis places financières habituelles avec le mid-shore. Donc, on en a aujourd'hui un usage qui est tout à fait régulier, comme je l'ai dit, et c'est vraiment pensé dans l'esprit des firmes multinationales. Maintenant, si je regarde le développement des paradis fiscaux, et on va voir que les deux se rejoignent. Paradis fiscaux, donc il y a l'aspect fiscalité, ça vient en fait à la fin du 19e siècle pour des questions de hausse des prélèvements fiscaux. On a aussi l'affirmation de la souveraineté nationale, donc on a pu mettre en place à un moment donné quand il y a une augmentation de la pression fiscale pour les entreprises, pour les particuliers, et ben, petit à petit, il y a des pays qui ont offert des avantages à ces pays-là. Donc, on a une apparition. Là, je parle des paradis fiscaux modernes. Hein. On peut faire remonter ça à l'Antiquité, mais moi, je parle vraiment des paradis fiscaux modernes. Et ce qu'on va avoir à partir des années 1930, c'est ce que j'appelle le modèle complet d'opacité qui a été mis en place par la Suisse. En fait, elle a rendu la levée du secret bancaire, elle a mis le secret bancaire, et puis la levée du secret bancaire, en fait, relève d'un crime en Suisse, ce qui a amené vraiment un élément très important pour pouvoir, d'une certaine manière, attirer les capitaux internationaux. Donc, la protection pénale du secret bancaire. Et en même temps, ce qu'a fait la Suisse, c'est qu'elle s'est dit, je vais collecter toutes les innovations juridiques, tout ce qu'avaient mis en place les différents paradis fiscaux. Au départ, il y avait des choses qui avaient été mises en place dans l'État du Delaware, qui était donc un centre financier offshore, mais ça avait été repris par d'autres paradis fiscaux. Et là, la Suisse a dit, moi, je vais offrir tout ce que tout le monde offre, plus le secret bancaire. Et bien sûr, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas un seul paradis fiscal qui a le monopole de ce système-là. En fait, on a plusieurs paradis fiscaux qui sont en concurrence les uns avec les autres. Et donc, ils ont commencé à adopter ce même modèle d'opacité qui, petit à petit, s'est développé et donc a été adopté par l'essentiel des paradis fiscaux. Donc ça, on est dans les années 30. Maintenant, quand on arrive dans les années 60, c'est là où en fait on va se rejoindre les paradis fiscaux modernes et la finance offshore. D'une part avec les États nouvellement indépendants, j'en ai parlé tout à l'heure, les euro-devises, j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi l'accélération de la globalisation, j'en ai parlé, et le point qui est aussi important, c'est le début de la déréglementation. C'est-à-dire qu'on a dans nos pays, petit à petit, s'est mis en place un certain nombre de lois, de réglementations pour encadrer l'activité financière. Et là, se met en place, à partir des années 60, et ça s'accélère dans les années 80, 70-80, en fait, un processus de déréglementation, de libéralisation des flux financiers, et ce qui a amené en fait à une multiplication
mouvements financiers, en particulier des mouvements offshore. J'ai aussi indiqué, je l'en ai parlé tout à l'heure, qu'il y a une mise en place des centres financiers offshore dans les pays développés pour pouvoir justement contrer l'activité des paradis fiscaux. Et donc, on a ce que j'appelle, moi, une généralisation du modèle d'opacité. Quand je dis modèle d'opacité, je pourrais y revenir par la suite, mais c'est que, en fait, toutes les juridictions offshore sont des juridictions qui sont incroyablement, qui facilitent incroyablement tout ce qui est l'opacité. Donc, c'est pour ça que je parle de modèle d'opacité. Je fais attention à l'heure pour pas trop déborder. Et le dernier point, ce qu'on voit apparaître à partir des années 2000, c'est un début de réglementation, des tentatives en tous les cas. On a eu la crise des subprimes, on a une baisse des recettes fiscales, on a aussi, je mets l'activisme sociétal parce que je pense que ça a eu un poids très important pour le début de la réglementation, et puis la multiplication des scandales avec tous les papers. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu au départ les listes de l'OCDE, on a la création d'ONG spécialisées et donc aussi de collectifs comme Échec aux paradis fiscaux qui vraiment se saisissent de ces questions. Et on a une réforme de la fiscalité internationale avec le BEPS et qui a donné donc l'année dernière une réforme importante avec un taux d'imposition minimale de 15%. Donc, voilà pour ce qu'il en est. Donc, pour moi, ce que j'ai voulu vous mettre par rapport à ça, c'est bien saisir qu'en fait, la finance offshore et les paradis fiscaux et les juridictions offshore, en fait, se sont complètement réunis. Ils ne font même qu'une seule problématique aujourd'hui depuis les années 1960. C'est une seule et même facette de ce problème. Le dernier point, c'est la supraterritorialité de la finance offshore. Donc, c'est assez simpliste, là, ce que je vais vous dire, mais c'est pour vous faire comprendre, saisir ce qu'il en est. La finance offshore, il faut comprendre que ce n'est pas implanté dans des juridictions en tant que telles, comme les paradis fiscaux, les centres financiers offshore. En fait, ça se pense de manière supranationale. Et supranationale, ça veut dire que supranational et supra-international. Ça veut dire que c'est fait de telle manière de pouvoir s'émanciper des lois, des réglementations qui sont votées dans les pays et qui sont en fait les accords entre les pays. Donc, on est dans un système qui se pense, vraiment, qui se pense au-dessus des États, au-dessus des liens entre les États. Et donc, c'est comment faire en sorte de pouvoir s'émanciper de tout ça. Et c'est là aussi où on peut comprendre que les paradis fiscaux ne sont qu'un élément dans cette toile d'araignée d'une certaine manière, parce qu'eux-mêmes, ils doivent jouer là-dedans. Et donc, on a un système qui est complètement au-dessus des nations et au-dessus des accords entre les nations. Et c'est ça qui se met en place. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les firmes multinationales se pensent. C'est-à-dire, ah, j'ai une loi quelque part, grâce à la finance offshore, grâce à ce réseau supranational, je vais pouvoir contourner cette loi. Donc, c'est important pour moi parce que je pense que ça permet de saisir aussi comment se pense aujourd'hui l'activité économique, une partie en tous les cas de l'activité économique. C'est vraiment, on a un réseau qui se situe donc au-dessus des territoires nationaux, au-dessus, au-delà des législations nationales ou locales, au-delà des règlements, des relations nations internationales. Et donc, c'est aussi un espace qui, lui, n'est plus défini par les États. Et aussi un espace qui n'est plus défini par les contrats entre les États, les conventions fiscales internationales, les lois, etc. Donc, du coup, on se retrouve avec... là, j'ai mis des individus qui peuvent organiser les transactions. On pourrait mettre des personnes morales ou physiques qui peuvent organiser leurs transactions de manière à pouvoir échapper à tout ce qui est voté par les représentants des peuples. Alors, souvent, je donne ce petit exemple pour bien faire comprendre les choses aux gens. C'est que vous prenez par exemple l'offshore. Donc l'offshore, vous aviez un seul pays, c'est comme une personne qui a un seul passeport. Quand vous avez un seul passeport,
et que vous voyagez à l'étranger, donc le pays vous donne ce passeport, il ne vous appartient pas, et en fait, vous êtes soumis comment dire, au déplacement et aux avantages que vous offre ce passeport. Donc, il y a des pays pour lesquels vous allez devoir payer un visa, etc. Bon, ben ça, c'est la même chose, d'accord? Quand vous êtes dans un cadre offshore, vous êtes soumis aux lois du pays, vous payez les taxes du pays, vous êtes soumis à la réglementation du pays. Maintenant, l'offshore, c'est la même chose qu'avoir plusieurs passeports. Et quand vous avez plusieurs passeports, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un pays, dites, ah, ok, je prends mon passeport canadien ou je prends mon passeport de l'autre pays? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi? Donc là, vous avez le choix. Et alors, quand vous avez 4, 5, 6 passeports, il y a des gens qui ont plusieurs passeports, ben là, vous comprenez bien qu'ils ont un espace de possibilités qui est incroyable. Bien sûr, maintenant, c'est un peu plus avec l'électronique. Avant, vous pouviez rentrer dans un pays avec un passeport et sortir avec un autre passeport, ce qui brouillait les pistes. Mais il faut bien comprendre que ça vous donne des avantages. Vous allez dans tel pays, on vous met un tampon sur un passeport. Vous allez dans l'autre pays, vous choisissez un autre passeport pour montrer que vous n'avez pas été dans le premier pays. Donc, c'est ça qui est en train de se passer avec l'aspect offshore. C'est qu'on a le choix et on choisit, comme quelqu'un qui a plusieurs passeports, les lois qu'on a envie de se faire appliquer, les taxes qu'on a envie de se faire appliquer. Donc, pour résumer, qu'est-ce que l'on a? La finance offshore, ça regroupe des activités financières qui, en fait, passent par des juridictions. C'est vraiment important, ça ne fait juste que passer pour éviter des contraintes juridiques, des contraintes fiscales, des réglementations qui existent dans différentes juridictions. Donc, c'est juste une question de flux financier, mais ce flux financier, en fait, permet de s'émanciper de toutes les contraintes qui vont avec. Et les paradis fiscaux ne sont en fait qu'un type de juridiction offshore, comme je l'ai précisé précédemment. Donc, voilà, j'ai fait un résumé en 20 minutes, j'espère que je n'ai pas trop dépassé, mais je vous remercie bien. Merci beaucoup, Franck. Je sais que c'est un exercice difficile de résumer un livre, du moins 2-3 chapitres d'un livre entier en 20 minutes, mais je trouve que c'est très bien fait. Puis, éventuellement, les questions de compréhension pourront être posées un peu plus tard. Donc, je voulais revenir. Dans le livre, tu tiens à marquer une distinction assez nette entre la finance offshore et les paradis fiscaux. Tu expliques que c'est deux innovations assez distinctes. Je vais vouloir revenir un peu plus tard sur cette distinction-là parce qu'elle nous explique des trucs différents sur, oui, à la fois le développement historique, mais aussi sur l'interaction de ces deux notions-là. Mais j'aimerais peut-être avant ça, revenir sur l'acte de naissance de la finance offshore, donc sur la mise en place, ou disons la création des premiers europrêts en 1957 là, à Londres, parce que j'ai l'impression que c'est l'un des moments les plus politiquement chargés de l'évolution. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a marqué à la lecture de cette histoire-là que tu traces dans le deuxième chapitre, c'est peut-être moi, en fait, la volonté des banques d'esquiver les contraintes du gouvernement que le choix de la Banque d'Angleterre pour utiliser une expression juridique, de décliner compétences. Donc, la finance offshore se développe vraiment dans l'opposition entre le national et l'international, entre la tentative des États de contrôler les transactions financières, puis la volonté aussi d'établir un système financier libre de réglementation contraignante. J'ai l'impression qu'avec ce refus-là, on a l'exemple d'une situation où une institution publique aurait pu choisir d'exercer, disons, une forme de supervision, une forme de régulation sur la finance offshore naissante. Est-ce que j'ai raison de croire que si la Banque d'Angleterre avait décidé d'exercer un contrôle, que la finance offshore se serait développée différemment? Est-ce qu'il y avait vraiment cette possibilité-là, juridique, historique, disons, de développer un autre type de finance offshore? Alors, c'est vrai que je n'avais pas vu comme ça, mais je pense que tu pointes du doigt quelque chose qui est essentiel, effectivement, parce que c'est particulier parce que, tu vois, en t'écoutant, ça me fait penser à ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État se désengage d'une certaine manière et ce désengagement, il n'est pas neutre. C'est une manière de dire, OK, je laisse au secteur privé la possibilité de continuer à développer le pays.
Le secteur privé développe le pays, mais il y a vraiment une question, effectivement, il y a une forme de renoncement et de se dire, ben là, j'ai mon vis-à-vis qui est les États-Unis me gêne, eh ben, je donne le relais au secteur privé pour répondre indirectement aux États-Unis. Et oui, si la Banque d'Angleterre avait le pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est-à-dire, oui, la Banque d'Angleterre n'a pas à légiférer sur une monnaie qui n'est pas la sienne, mais elle a quand même les banques qui sont établies au Royaume-Uni, en fait, sont indirectement, ont une relation de refinancement au niveau de la Banque d'Angleterre. Donc, la Banque d'Angleterre aurait pu choisir une autre approche. Je ne sais pas qu'est-ce que ça aurait donné, mais oui, il y avait le choix. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'effectivement, on a un choix politique qui probablement, je ne sais pas, je n'y ai pas réfléchi, mais là, ça me fait penser parce que ce qui arrive par la suite, c'est toute la déréglementation, toute la libéralisation des capitaux, etc. Et donc là, on voit quelque chose qui se met déjà en place en se disant, OK, parfait. Quand on est, faut pas oublier aussi que l'Angleterre a perdu son empire. Et il ne faut pas oublier que le Royaume-Uni, en perdant son empire, il y a des gens qui défendent cette thèse et à laquelle j'adhère, qui me semble très fort, c'est-à-dire pour maintenir son empire, le Royaume-Uni a développé un empire financier avec les paradis fiscaux. Et ça a été une manière de maintenir son empire, et c'est aussi pour ça que la livre anglaise est restée très forte. Donc oui, il y a une manière comme ça où les États se disent, bah voilà, on va limiter notre emprise d'une certaine manière, mais on va donner la mainmise à nos nationaux, au sens d'entreprise ou de banque, etc., pour continuer à avoir une influence. Donc, c'est une manière de se dire que l'État régresse en se disant notre influence va se faire à travers le secteur privé. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi, ce point est crucial. Oui, oui. Parfait, merci beaucoup. Puis effectivement, sur la question du Royaume-Uni, puis du développement disons, de la finance, d'un début de balbutiement de finance offshore, il y a quand même le livre d'Alain Deneau sur la filière canadienne qui montre le rôle avant l'invention des paradis fiscaux modernes du Canada dans l'élaboration des lois, entre autres dans les Caraïbes, mais ailleurs aussi dans le monde. Puis j'aimerais donc maintenant faire une espèce de bond en avant, c'est-à-dire jusqu'au moment où l'histoire des paradis fiscaux et de la finance offshore se rencontrent et finissent même par s'intégrer, comme tu l'expliques assez bien, dans la finance internationale. Oui, on peut conceptuellement distinguer, je pense, aujourd'hui encore les deux, tu le fais assez bien, mais les deux vont main dans la main. Il est difficile de penser l'un sans l'autre. Puis dans cette perspective-là, puis c'est aussi quelque chose que j'ai déjà eu l'occasion de présenter dans le cadre du lancement de notre campagne récente, des masqués qu'on a encaissés. Mais les paradis fiscaux sont devenus des rouages essentiels du développement de l'économie financière mondiale. La finance offshore a besoin des paradis fiscaux, comme la finance traditionnelle a aussi besoin de la finance offshore. Et donc, je voudrais savoir, tu sais, dans quelle mesure, est-ce que quand on lutte contre les paradis fiscaux, est-ce qu'on lutte uniquement contre, disons, les excès de la finance internationale ou est-ce qu'on n'est pas en train de toucher à une fibre plus importante? C'est aussi la question, en fait, de l'intégration du système offshore dans toute l'économie mondiale. Ouais. Oui, bah, encore une fois, c'est une question pertinente, vraiment très pertinente. Je vois que tu as bien lu le livre, mais parce que effectivement, ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande partie de notre économie est basée sur cette finance offshore, donc sur ces implantations dans des juridictions offshore, incluant les paradis fiscaux. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Alors, ce n'est pas simplement… je vais donner un exemple très simple que j'aime beaucoup et je vais le vulgariser, mais qui pose un peu des aspects du débat. Si vous prenez, il y a longtemps, les assurances. Bon, vous vouliez, par exemple, il y a quelques années, assurer votre immeuble
votre appartement, bon, vous alliez voir votre assureur. L'assureur, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait considérer les risques en fonction de se dire, voilà, comment je vais pouvoir répartir le risque en fonction de tous les immeubles ou tous les appartements similaires, sachant que chaque année, il y a un appartement qui est détruit. Et puis, avec cette analyse des risques, donc, on va mutualiser le risque de manière à pouvoir évaluer quelle va être la prime d'assurance à proposer. Dans les années 60-70, surtout les années 70, en fait, on a une innovation majeure qui se fait au niveau de la finance et qui permet d'individualiser le risque. Alors, c'est le modèle de Black-Scholes, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on a pu individualiser le risque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable, moi, je peux aller voir mon assureur et me dire, je veux en fait assurer mes cordes vocales. Mes cordes vocales, elles sont uniques parce que moi, je suis tout seul, d'accord? Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le modèle financier de pricing d'options de Black-Scholes permet de faire ça. Et ce modèle, il a été utilisé après dans l'industrie pharmaceutique, il a été utilisé dans les assurances, etc. Et la caractéristique de ce modèle, c'est que pour pouvoir vous assurer, pour pouvoir que l'assureur donne le bon prix de mes cordes vocales, il va pouvoir faire des transactions pour lesquelles il faut qu'il y ait au zéro coût de transaction. Donc, dès qu'il y a des coûts de transaction, en fait, vous ne pouvez plus avoir un prix unique, c'est une fourchette et donc ça amène du risque supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute l'activité financière a cherché à ne plus avoir de coût de transaction, donc à implémenter une partie de son activité financière, mais pas seulement financière, dans des centres offshore et des paradis fiscaux. On a implémenté les fonds dans certains paradis fiscaux et centres financiers offshore, les gérants des fonds dans d'autres centres financiers, centres financiers offshore et d'autres paradis fiscaux. Donc ça, c'est un premier point qui est important parce que, par exemple, lutter contre la finance offshore, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir ce type d'assurance individuelle. Je ne veux pas savoir si c'est bien ou mal. Moi, je m'en fiche. Mais simplement, il faut comprendre qu'effectivement, on n'est pas simplement en train de toucher un problème de fiscalité, on est en train de toucher un problème de la manière dont c'est structuré nos économies. Et j'ai dit tout à l'heure que beaucoup d'économies occidentales se sont développées, ont utilisé la finance comme relais de croissance économique. Et ça, ce n'est pas neutre, il faut vraiment comprendre ça. Et c'est pour ça que, de mon point de vue, il faut voir que le discours politique, tant qu'il n'aborde pas cette question-là, eh ben, c'est un discours qui ne va pas suffisamment loin. Parce que justement, on est en train de réfléchir, à travers ça, ça amène à réfléchir. Mais alors, c'est quoi le type d'organisation économique que l'on veut? On a donné un développement de la finance comme relais de la croissance, mais ce n'est pas neutre, ça ne va pas tout seul, il faut voir les implications. Donc ça, c'est très, très important. L'autre chose aussi par rapport à ça, c'est, je donne l'exemple du shadow banking, le système bancaire parallèle. C'est pareil, ce système bancaire parallèle, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui n'a rien de fantôme, hein. Il est suivi par la Banque du Canada au Canada. Et alors, en fait, c'est un système qui est implanté dans les juridictions offshore pour pouvoir développer des innovations financières qui ne pourraient pas se développer au Canada. Pourquoi? Parce qu'on a un cadre réglementaire qui, en fait, évite certains excès. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les banques qui veulent contourner et essayer de nouvelles choses vont, en fait, créer des entités dans les centres financiers offshore pour pouvoir faire des innovations financières, pour pouvoir faire des innovations économiques. Et après, quand ça fonctionne, on va les ramener au Canada. Et donc, on a un lien comme ça qui est très particulier, c'est-à-dire que la Banque du Canada observe ce qui se passe. C'est comme les crypto-monnaies. Ce n'est pas développé à la base, tout ça, ça va dans des juridictions offshore parce qu'on s'émancipe du cadre législatif, du cadre légal, des lois. Et là, on commence à y développer des choses. Et ensuite, quand ça fonctionne, eh ben, on va voir comment on peut les ramener chez nous. Pourquoi on veut les ramener chez nous? Parce que sinon, l'activité va se développer ailleurs. Donc, on a une forme d'utilisation de ce cadre extraterritorial, offshore,
pour faire comme des laboratoires, pour faire des expériences. Puis quand ça marche, hop, on les ramène chez nous pour pouvoir maintenir l'activité chez nous. Donc, c'est quand même très particulier. Et encore une fois, si on ferme, si on limite cet accès à l'offshore, eh ben, on limite la possibilité de toutes ces expériences-là. Encore une fois, je ne sais pas si c'est bien, si c'est mal. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais il faut voir aussi que, par exemple, il y a quelque chose, si on prend les crypto-monnaies, à la base, ça s'est développé pour justement éviter la mainmise des banques centrales et l'aspect centralisé des États. Mais en même temps, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a besoin donc ça se développe dans l'aspect offshore justement pour s'émanciper du cadre. Donc, c'est vraiment important. Donc, effectivement, derrière la question des paradis fiscaux et des juridictions offshore, ce n'est pas simplement qu'une question fiscale, il y a vraiment une question de comment se fait le développement économique chez nous et comment on choisit ce développement économique. Je pourrais y revenir sur l'exemple que j'aime beaucoup, entre autres, sur une expérience qui avait été faite en Angleterre, sur une petite localité qui, à un moment donné, s'est dit « Ok, nous, pour survivre, nous, petites et moyennes entreprises, pour survivre face aux multinationales, eh ben, on va faire la même chose, on va faire en sorte de faire un montage offshore pour ne plus avoir payé d'impôts. » Et effectivement, ils l'ont mis en place. Ils ont écrit à David Cameron, donc le Premier ministre de l'époque, et il leur a dit, voilà, ben, ça ne tient pas là. Si vous ne repensez pas différemment les taxes, etc., les impôts, eh ben, en fait, on va pouvoir tous s'émanciper, ne plus payer d'impôts, et donc ça ne marchera plus. Et ça, je trouve que c'est important parce que ça a amené, de mon point de vue, ça amène à réfléchir. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement de lutter contre les paradis fiscaux, c'est de ramener sur le débat et sur la scène publique, c'est-à-dire c'est quoi le modèle de développement économique que l'on veut. Et c'est ça qu'on va chercher derrière la finance offshore et derrière la réflexion d'intégrer l'aspect beaucoup plus économique que simplement fiscal. Ça amène le débat, c'est quoi, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut conserver des petites et moyennes entreprises, des petits commerces chez nous? Et alors, si on veut les conserver chez nous, ben, il faut leur donner une manière de pouvoir être à armes égales avec des firmes multinationales. On ne peut pas simplement donner la possibilité à des firmes multinationales de ne pas payer de taxes et de l'autre côté, les petits commerces à côté de chez nous, eux, payent des taxes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ça amène à repenser qu'est-ce qu'on veut comme développement économique. Oui, donc c'est beaucoup plus large. Je suis bavard, il faut me couper la parole quand je parle trop. Non, non, mais je suis très content. C'est des réponses extrêmement généreuses. On pourra encore en discuter beaucoup. J'ai d'ailleurs d'autres questions, mais j'aimerais, parce que là, je vois que le temps file, je laisserai peut-être la parole à certaines personnes, certains intervenants qui auraient des questions.